Bonjour, moi je m'appelle Nabil et je vais vous présenter mon dernier projet open source qui s'appelle SnapIDB. Donc c'est pas du 100 000 de la vidéo, mais de la vieille base de données. Donc c'est raté. Alors, en fait, il s'agit d'une base clé-valeur simple qui est basée sur deux composants écrits par Google en C++ qui sont DBDB et Snappy. Alors, DBDB, c'est une base un peu bas niveau qui permet de faire de la persistance sur un fichier comme SQLite. Et ça a été écrit par les mêmes développeurs qui ont fait Bigtable, donc ça suit un peu la même philosophie. Et ça permet de faire de la persistance, mais que des tables de bytes en fait. Donc c'est vraiment bas niveau. On n'a pas des API pour sauvegarder des int, des jeux de caractères, ce genre. Voilà, donc ça a été réalisé autour de 2011. C'est assez récent, c'est utilisé aussi dans le Chrome, dans le browser, c'est embarqué dedans. Donc le deuxième composant c'est un algorithme de compression qui s'appelle Snappy, toujours écrit par Google, et l'objectif en fait c'est de vous offrir le meilleur taux, le meilleur ratio entre le taux de compression et le pourcentage de compression. L'objectif c'est de ne pas compresser 70%, etc. C'est vraiment été designé pour le mobile, pour compresser vite et bien. Il est assez intelligent, il détecte aussi les formats binaires qui ne sont pas compressés, donc il évite, il passe. Tout ça a été le cas d'une API JNI, parce qu'on est sur Android. Donc cette API vous offre une interface pour sauvegarder ou lire vos objets primitifs ou vos objets sérialisables. Et en parlant d'objets, en fait, j'utilise une librairie qui s'appelle Cryo, qui vient un peu du monde Java. Et l'objectif de cette lib, c'est de faire des sérialisations, Java classique. Et l'avantage, c'est qu'elle est plus rapide, qu'elle prend moins d'espace en termes de mémoire. Pour vous donner un ordre de grandeur, si vous sérialisez un atomic integer sur Java, avec l'object stream, ça vous prend à peu près 105 bytes. Avec Cryo, ça prend 2 bytes et c'est plus rapide. Ça utilise des techniques pour ne pas sauvegarder le fully qualified name de l'objet que vous sérialisez. Enfin, on gagne vraiment en performance et on est sur le mobile, donc si on peut faire des économies sur les objets sérialisés, c'est intéressant. Tout ça, c'est piloté avec une API, on va dire, au niveau Java que vous utilisez dans le code. Alors, je vais parler un peu des motivations. Pourquoi je me suis lancé dessus, parce qu'il n'y a pas de base de SQL, on va dire, sur Android, parce que je ne veux pas utiliser SQL. On n'est pas obligé de designer notre modèle de données de façon relationnelle. Aujourd'hui, vu que l'adoption des bases de SQL sur le web, on se rend plus vers une consommation des données qui sont déjà schématiques, qui n'ont pas de schéma. On consomme souvent du JSON, des données qui ne suivent pas déjà un format. Et le temps de lecture en NoSQL est plus performant qu'en base relationnelle classique parce qu'en fait on n'a pas les jointures entre les tables et on ne va pas faire un produit cartésien entre deux tables pour aller chercher des données. C'est pour ça que des sites qui ont un bon trafic, style Stack Overflow, Twitter, sont basés sur des bases NoSQL, Redis en l'occurrence. Voilà. Après, le gros avantage de mon point de vue pour le NoSQL, c'est la flexibilité de vos données, c'est-à-dire que vous pouvez récupérer vos données, les enrichir, les étendre, sans forcément passer par des scripts de migration, des affaires d'école. Ça vous donne vraiment une puissance à ce niveau. Et puis, notamment sur Android, donc si vous utilisez SQLite, il y a certaines limitations, donc, notamment pour lire des objets qui dépassent 1 méga, vous ne pouvez pas, tout simplement. Ce n'est pas une limitation qui est liée à SQLite, mais plutôt au système qui est utilisé dans Android pour récupérer les données. Ça utilise un curseur qui est limité en fait, à 1 méga. Donc ça peut être un pas si on a un format propriétaire qu'on veut sauvegarder, ou par exemple on a une lib ou un format assez complexe pour en persister, on ne peut pas le faire. Peut-être les fichiers sont persistés sur les coups. Ça, on est limité à ce niveau. Puis en fait, avec SQLite, on n'écrit pas un boilerplate code. C'est un peu le code répétitif. Moi, perso, je déteste écrire ça et les content providers. À chaque fois, avant de démarrer, il faut écrire pour le nom de la classe, écrire les callbacks, le code pour updater la base, etc.
Donc avant de démarrer, on écrivant le code, on va dire technique. Une alternative pourrait être les shared preferences, qui est une vraie base, on va dire, qui value sur Android. Mais il y a deux problèmes, c'est qu'elle gère que les types primitifs, en fait, ça n'a pas été designé pour être une vraie base de données. Et l'autre problème, si vous lisez le code source de Shared Preferences, Google charge juste votre fichier XML avec le parse XML parser et vous crée un map dans la mémoire. Donc, le problème, c'est qu'on charge tout dans la mémoire. Donc si vous avez un grand volume de données, c'est pas pratique. Voilà. Alors, comment utiliser SnappyDB? En fait, c'est un projet Android Library. Donc, soit vous le clonez sur GitHub et vous l'utilisez comme projet Android Library, soit vous téléchargez un archive qui contient en fait. Donc ça c'est le genre de créneau pour la serialisation, ça c'est le genre de l'API. Et puis vous récupérez la librairie native qui était compilée pour les trois architectures Android, donc ARM, V7, 86 et MIPS. Donc ça marche aussi avec le Genymotion, donc 86. Voilà, vous embarquez ça dans l'IPS. Si vous voulez utiliser que de l'ARM, vous supprimez les autres IPS, c'est moins de 1 méga. Donc ça c'est un simple code, assez pratique pour vous démontrer comment on utilise la lib. Donc en fait on a un DB Factory on lui passe un contexte que je ne vais pas liguer, je vous assure. Je fais juste contexte get application context pour créer le fichier pour lequel on va stocker la base de données. Vous pouvez passer un nom pour identifier votre base. Vous récupérez une interface DB sur laquelle vous faites vos opérations. La syntaxe se rapproche un peu des chars après. Donc vous avez des accessoires classiques pour stocker des lignes, des chaînes de caractères. On peut stocker aussi des objets ou des arrays réalisés. Donc pour la lecture, c'est pareil. En fait, on passe la clé, puis voilà. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut récupérer les objets de manière type-safe. En fait, il n'y a pas de classe. Donc ici, si vous avez un objet personnalisé, vous passez le point classe, et puis on vous le récupère. GetArray ou GetObject. Ça, c'est quelques benchmarks que j'ai fait pour comparer avec SQLite. Donc le benchmark, je l'ai fait sur 4 opérations. Donc on a l'insertion de 1000 chaînes de caractères, l'insertion de 1000 tables de bytes et leur lecture. Sachant que SQLite, il a moins de transactions qui sont celles plus rapides. Donc on voit que SnappyDB sont pas mal, avec 56 millisecondes pour insérer et écrire 1000 chaînes de caractères, 400 millisecondes à peu près pour SQLite, et pour la lecture, on est à peu près à 2 secondes pour SQLite, contre 65 millisecondes. Donc tout ça, c'est la puissance de LevelDB en dessous, en fait, qui est vraiment performante. Et on a aussi la compression des données. Alors ensuite, ça c'est si vous n'utilisez pas la transaction, c'est encore pire sur SQLite, parce qu'ici on est à 26 secondes pour écrire 1000 chaînes de caractères. Alors le problème, il vient du fait que SQLite, à chaque fois que vous faites une instruction de par exemple insert, et si vous n'êtes pas en transaction, il va créer un fichier journal, il va faire l'insertion qui va supprimer le fichier journal. Donc, si vous avez 1000 insert et que vous n'êtes pas en transaction, il va faire 1000 IO en plus sur le device qui est vraiment pas terrible. Voilà. Si vous avez un gros lot de données insérées, même si vous n'utilisez pas SnappyDB, au moins faites la transaction sur SQLite. Au niveau de lecture, on va sur les mêmes métriques à peu près. Voilà. En dernier slide, je vous ai parlé de Snappy tout au début. Il y en a d'autres qui fait de la compression. Donc ici, j'ai compilé un fichier texte de 4 mégas qui contient à peu près tous les caractères bizarres du TF8. J'ai mis toutes les langues à peu près. On arrive à le récupérer correctement avec SnappyDB. En plus, on a un code de compression qui est pas mal. Il est stocké sur le file system sur 2-5 megs, ce qui est vraiment avantageux. Sur SQLite, vous n'avez pas la compression par défaut, il faut l'activer, je pense. Et voilà, le projet est sur GitHub. Si vous avez un feedback ou vous voulez contribuer, c'est le bienvenu.
Merci. Le NoSQL, c'est pertinent pour tout ce qui est très gros volume de données, est-ce que dans un smartphone, par exemple, quel cas d'usage on aura besoin de telle puissance de stockage? Alors la question c'est est-ce qu'on a besoin de la même puissance de stockage, de lecture du NoSQL pour le web ou un mobile? La réponse, en fait, ça dépend du type d'application qu'on utilise. Il y a des applications qui font beaucoup de cache, en fait, ils récupèrent beaucoup de contenu du web pour le retravailler dans l'application du rendu. Il y a des applications qui font du mashup, c'est-à-dire récupèrent des données de plusieurs systèmes d'information et puis ils les retravaillent en fonction du contexte que le mobile offre. Donc, dans ce use case, en fait, c'est intéressant d'avoir des temps d'écriture qui soient rapides et des temps d'écriture pareils. Après, voilà. L'autre point que j'ai évoqué, c'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas contraint à un schéma bien spécifique qu'on peut modifier ou altérer nos données plus facilement. Donc voilà, ça dépend vraiment du type d'application. Une question sur la façon de partager les projets. Ouais. C'est comment vous dites comment installer, il faut copier les livres dans Leads. Comment t'appelles parce que on parle d'intégration tout à l'heure. Nous, on utilise beaucoup Maven chez nous. Aujourd'hui, là c'est dommage d'avoir à chercher des charges de dépendance pour vous mettre dans le Lead, alors qu'on pourrait stocker sur un réseau de dépendance et la dépendance derrière directement des fichiers C pour appeler les réponses. C'est prévu un jour de se produire comme ça, de labelliser ou pas. La question, c'est sur une labellisation du projet. En fait, c'est un projet que j'ai réalisé il y a 3-4 jours. C'est la 0-1. Mais c'est une question que, c'est dans la roadmap, je pense de réaliser ce format avec le livre pour que ce soit récupérable directement via Maven. Parce que le problème, c'est que j'ai des livres natifs. Il faut que je trouve le bon moyen de bouger sur Central. Il y a un plugin pour ça. Oui. Bon, j'ai essayé de faire simple et ok, merci.